Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éclairage. Nous allons apporter de la lumière aujourd'hui au sujet d'un comportement qui est devenu, entre autres, un comportement. Donc, nous allons parler de l'ordre public. L'ordre public, c'est cet ouvrage qu'il a publié depuis 2017. Lui, c'est l'auteur de cet ouvrage. Nous citons Monsieur Augustin Patrick Mbangama Lumu, qui est auteur, chercheur dans le domaine de droit public interne et magistrat avec un parcours élogieux. Il a eu à produire, à pondre des idées pour répondre à des soucis qui dérangent notre société. L'ordre public. Comment définissons-nous l'ordre public? Qu'entendons-nous par l'ordre public? Et qu'est-ce qui entraîne le trouble, les désordres de l'ordre public? Il va répondre à plusieurs questions et nous comptons sur vous justement pour pouvoir nous accompagner avec deux questions et deux réactions pour trouver de la lumière. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Augustin Patrick Mbangama Lumu. Merci de m'avoir invité, je vous en remercie. Merci, nous sommes très heureux de vous recevoir et que vous ayez répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, quand nous parlons de l'ordre public, qu'est-ce qu'on peut entendre ou retenir par l'ordre public, puisque l'ouvrage s'intitule « L'ordre public dans sa notion et dans son ordonnancement juridique en République démocratique du Congo ». Merci pour la question. D'emblée, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau afin de pouvoir pratiquement apporter ma contribution quant à l'élucidation de la notion relative à l'ordre public. D'entrée des jeux, je vous dirais que l'ordre public, pratiquement, c'est une notion floue, sinon polysémique, qui est pratiquement difficile à cerner matériellement. Et cela a été pratiquement indiqué par plusieurs penseurs juridiques qui ont opiné sur les caractères flous de ces concepts. Mais néanmoins, le législateur français, dans la loi sur les collectivités générales, en 1895, a eu à définir, sinon à indiquer les composantes traditionnelles de l'ordre public, en disant que l'ordre public est composé de trois éléments: les bons ordres, la tranquillité publique, la salubrité et la sécurité. Mais avec l'activité du juge administratif français, il y a eu pratiquement une extension des composantes des notions de l'ordre public, à savoir qu'il a été admis au travers des décisions du Conseil d'État français que l'on doit incorporer au-delà des trois composantes traditionnelles la moralité publique et la dignité de la personne humaine. Voilà pratiquement ce que l'on peut pratiquement avoir à première vue à l'idée concernant l'ordre public. Mais sur le plan pratiquement technique, au-delà de cette notion légaliste qui a été donnée par le législateur français, l'on peut dire que l'ordre public par rapport à nous, c'est un ensemble de valeurs existentielles et fondamentales qui coordonnent la vie harmonieuse dans une société humaine. Vous l'avez si bien dit, face à l'ordre public ou aux décisions de l'État, tout citoyen se réclame d'avoir ce droit et se bat pour obtenir ce liberté. Nous revenons dans le cas de l'urbanisme. Un bâtiment, justement ce bâtiment qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui s'est affaissé et se pencher. Dans la ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe précisément, et heureusement que ça n'a pas coûté la vie aux gens. Au jour d'aujourd'hui, la route, cette tronçon-là, s'avère être impraticable. Les usagers ne savent plus passer par là et ça occasionne des embouteillages. Y a-t-il trouble de l'ordre public? Et du côté de dirigeants, on va parler du gouvernement, de structures placées pour réguler les secteurs, ainsi que la ville-province de Kinshasa, on réclame, on se dit que le propriétaire, le maître d'ouvrage, n'a pas obtenu les autorisations voulues pour pouvoir construire.
Alors à ce stade, y a-t-il trouble de l'ordre public, oui ou non? Il y a certains prérequis que l'on doit pratiquement observer. Et entre autres, en ce qui concerne la construction des ouvrages à étage, l'urbanisme intervient. Avant de pouvoir poser pratiquement les premiers blocs, il faut obtenir préalablement l'autorisation de bâtir. Et c'est dans les permis de construire ou les permis de bâtir que l'on indique le volume de l'ouvrage à ériger. Et dans cette indication-là, il y a pratiquement certaines règles urbanistiques qui doivent être observées. L'inobservance de ces règles-là entraîne pratiquement les troubles à l'ordre public que l'autorité administrative est appelée vite dans son action à régler. Alors, notez que l'affaissement de l'immeuble ici à la Gombe a occasionné ces troubles à l'ordre public du fait que les droits à la libre circulation des personnes ainsi que des véhicules a été entamé. Et je salue pratiquement la décision qui a été prise par l'autorité urbaine de pouvoir procéder à la démolition de cet ouvrage qui d'ailleurs s'est affaissé et qui menace pratiquement les voisinages. Et encore, il faut encore rajouter que dans certaines agglomérations, conséquemment aux normes urbanistiques, il y a pratiquement certains ouvrages qui ne doivent pas pratiquement être érigés. Vous voyez pratiquement, on érige dans un quartier résidentiel un ouvrage à 7, 8, 10 niveaux, alors qu'il y a des voisins de part et d'autre qui, par moments, peuvent avoir des piscines. Ça pose problème parce que leur intimité est violée. Il y a lieu pratiquement aux autorités administratives de pouvoir pratiquement veiller à cela, mais également à nous qui envisageons de construire, de pouvoir respecter ce qui a été dicté par les peuples congolais au travers de la loi. Parce que la loi, c'est la volonté pratiquement commune exprimée pour régenter une certaine vie dans la communauté. Du moment où on érige un ouvrage et que l'on estime que cet ouvrage-là ne peut pas être contenir tel niveau, dans certains périmètres ou dans certains quartiers, l'on ne peut pas délivrer des permis de construire. Et l'on a même interrogé, n'est-ce pas, qui y est propriétaire du immeuble. On ne connaît pas, ça pose problème. Ça choque la conscience collective congolaise. Qui a pratiquement donné les permis de construire? On ne retrouve pas de traces. Ça pose également problème. Donc ce sont pratiquement des spécificités que l'on doit réguler pour nous éviter pratiquement que dans l'avenir, qu'il y ait des troubles à l'ordre public avec cas de mort d'homme. Là, la responsabilité sera encore plus étendue. Mais comme il y a affaissement et que l'on doit démolir, nous saluons la décision, mais l'on doit veiller que les règles juridiques soient observées et que ceux-là qui sont appelés à surveiller l'applicabilité de ces normes juridiques-là soient également accompagnés dans leur mission. Bon, quand vous parlez de cela, bon, nous restons encore dans la confusion. À ce stade, l'État congolais est responsable ou on peut encore pointer l'État congolais du doigt? Parce que l'État congolais a ce service, de services habilités, de services mis en place, qui sont payés, mais qui ont comme devoir et obligation de veiller, de contrôler. Pourquoi on ne retrouve pas le permis? Pourquoi on crie haut et fort que le constructeur, le maître d'ouvrage n'a pas obtenu de permis pour pouvoir construire ce bâtiment-là à ce niveau? La ville vient réclamer, non, ben nous nous arrêtons à R+1 et à partir de R+2, c'est le gouvernement central. Alors, qui sera responsable de la situation? Il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas mort d'homme, mais aujourd'hui, violer le droit de citoyens congolais devient tout à fait normal parce que là, on ne sait plus passer par là, on doit mettre beaucoup plus de temps dans des embouteillages parce que la voie là, qui nous servait de voie de secours n'est plus praticable. En fait, dans cette optique-là, il faut envisager pratiquement des options. Premièrement, c'est pratiquement cette non-prise de conscience. Et deuxièmement, la possibilité pour l'État d'engager ses responsabilités administratives. Concernant les premiers volets par rapport à la non-prise de conscience, l'on doit relever un point. Quel est le point qu'on doit relever? C'est que ce soit les autorités administratives, que ce soit nous qui désirons pratiquement ériger des ouvrages, l'on doit se conformer à la loi. Parce que lorsque l'on n'est pas consciencieux des conséquences qui peuvent découler de la ruine d'un immeuble
en pleine construction, ça pose problème. Lorsque dans la traçabilité par rapport aux éléments probants qui doivent également établir la propriété de l'immeuble, lorsqu'on n'arrive pas à retrouver ces éléments-là, ça pose problème, alors que l'administration, par rapport au ministère de l'Urbanisme, doit veiller à ce que, avant même le commencement des travaux, que l'on puisse se conformer à la règle, à la norme. C'est le déficit ou la non-observance de la règle ou de la norme urbanistique qui nous a conduit à l'éventualité que nous déplorons tous aujourd'hui. Et deuxièmement, conséquemment, à la deuxième pratiquement considération, j'ai dit tantôt la non-prise de conscience et la responsabilité de l'État. L'État peut être appelé à engager sa responsabilité du fait de n'avoir pas joué son rôle de contrôle sur la qualité de l'ouvrage à construire, sur la qualité des matériaux à construire. Et au-delà de tout, on doit également tomber sur l'ordre national des architectes. Est-ce que l'architecte ou l'ingénieur qui a pratiquement gagné les marchés et qui a commencé à construire avait-il qualité de pouvoir parrainer pareil ouvrage en plein centre-ville de Kinshasa? Ça pose problème. Donc nous sommes appelés, vous et nous, en tant que citoyens congolais, et l'État, en tant qu'autorité suprême, de nous contrôler mutuellement pour éviter à ce que ce genre de désastre ne puisse nous arriver. Il faudrait dire que chacun joue sa partition. Oui, en 13 ans, ça nous fait 3 bâtisses qui se roulent à Kinshasa. Nous sommes partis dans le quartier, en avant, face du quartier GB. À Kasavubu? Non, avant même Kasavubu, c'était en face du quartier GB où il y a eu de blessés, je crois 7 blessés, à côté de l'hôtel, la Gombe, vers le mosquée. Et après, avant même la commune de Kasavubu, nous étions dans la commune de Barumbu. Barumbu, non loin vers la prison de l'eau. Je me rappelle que le vice-gouverneur à l'époque, Clément Bafiba, était venu rapidement. Et Kasavubu. On n'a toujours pas trouvé le maître d'ouvrage. Après Kasavubu, il y a eu Rigini. Et aujourd'hui, c'est la commune de la Gombe. Donc l'État, quelque part, l'État continue à somnoler, l'État continue à dormir. Ces services ne fonctionnent pas alors que nous avons deux ministères au niveau national, au niveau provincial, et nous avons des services. Des inspecteurs sur terrain. Qu'est-ce qui se passe? Puisque l'ordre public est troublé. L'ordre public est tellement troublé qu'il faut les sauvegarder ou les restaurer. Les restaurer comment? Par la prise des mesures par rapport à la démolition. N'est-ce pas? L'immeuble s'est affaissé, l'accessibilité par rapport au rond-point Africas pose problème, la libre circulation des personnes, droit constitutionnellement garanti, est entamée, sinon écornée. On doit pratiquement rétablir l'ordre public de la plus belle manière. C'est pourquoi j'ai dit que la réponse ou la thérapie à inoculer par rapport à la maladie, c'est que l'on doit prendre conscience, une conscience collective, éveiller les sens humains, éveiller les citoyens congolais, de manière à chercher à établir pratiquement la confiance dans la qualité des ouvrages à ériger et également la confiance par rapport à la sécurité que les ouvrages érigés doivent pratiquement offrir au voisinage. Je vous ai parlé, l'immeuble s'est affaissé. Allons plus loin, que l'on avait fini l'immeuble et qu'il y a un voisin qui a une piscine. Ouais. Et vous connaissez comment est-ce qu'on se baigne dans la piscine et que certaines intimités puissent être pratiquement entamées par rapport à la violation du droit à l'aisance de la voirie, ça poserait problème. Mais pour ne pas parler des individus, avant de nous étendre sur la question de l'ordre public, en termes de droit administratif, il y a un ministre qui est passé d'autres gouvernements qui avait comme conseiller juridique Maître Justin Molima, qui avait fait une proposition et que le voisin, avant d'aller en hauteur, doit solliciter l'aval de ce voisin de gauche, de droite, de derrière. Donc, avec tout cela, avec qui il partage le mire mitoyen. Mais on avait banalisé ce projet et finalement, ça n'a jamais été voté, si ma mémoire ne me trahit pas. Alors,
Les droits à l'agence de voirie, c'est pratiquement un droit qui est lié intimement à l'intimité des personnes ou des voisins. Vous érigez un immeuble à 10 niveaux et il y a des locataires, il y a les propriétaires ou des occupants qui doivent voir les autres là se baigner, soit dans la piscine, soit dans une douche de fortune. Ça pose problème. Ça pose problème de la moralité. Et surtout que le voyeurisme est érigé en infraction. Vous voyez qu'il y a pratiquement toute une palette de problèmes auxquels on doit pratiquement trouver des solutions. Et c'est le danger, hein, c'est le danger auquel nous sommes exposés actuellement. Si nous prenons le cas de la commune de Lingouala, il y a de bâtisses en hauteur qui poussent 2, 3, 4 niveaux. Je vous ai dit tantôt, en prélude, qu'il y a certains quartiers pour lesquels la construction des immeubles à étage était pratiquement proscrite. Parce que lorsque l'on donne un périmètre pour construction, l'on doit également définir les modèles ou les types de maisons à construire. Soit vous êtes en étage, soit vous êtes pratiquement à la maison basse. Et là où il y a la maison basse, c'est pratiquement là où les intimités sont sauvegardées. On sait comment se comporter. C'est dans la régulation des comportements humains que l'autorité administrative est appelée à intervenir, de manière à ce qu'il n'y ait pas de télescopage, qu'il n'y ait pas de chocs. Vous êtes en hauteur, vous m'observez là dans une douche de fortune, ça pose problème. Donc la proposition là, si elle a été pratiquement faite, elle était salvatrice. Et que si elle n'est pas encore enterrée, on peut la ressusciter de manière à l'introduire dans le commerce juridique. Dans le commerce juridique, monsieur le magistrat Patrick Mbangama Lomu, en droit administratif, l'ordre public est l'état social idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. La moralité, vous venez d'évoquer, la moralité publique est le respect de la dignité de la personne humaine. Nous allons venir à la dignité, mais nous venons à la salubrité. Au jour d'aujourd'hui, on s'en plaint. Kinshasa, toutes les communes, ça dégage des odeurs nauséabondes. Kinshasa, rempli de saleté. Si vous posez la question, on envoie toujours un porte-parole qui viendra donner des chiffres, de mécanismes pour vous dire il faut beaucoup d'argent pour rendre la ville salubre et tout, et tout, et tout. Mais aussi, la population. La population prend son plaisir à déverser ses déchets dans de caniveaux, dans des égouts, sur la place publique, sans être inquiétés. Et tout cela, ça fait partie des éléments qui troublent ou qui viennent à troubler l'ordre public. Puisque l'ordre public de la ville de Kinshasa est troublé à partir de dirigeants de la ville de Kinshasa, qui doit-on tenir encore comme responsable à part la population? J'ai aimé l'intervention du président de la République lorsqu'il a effectué une descente de manière à visiter les travaux du Grand Marché. Et la phrase que le président avait prononcée, c'est qu'il avait été choqué de constater que les périmètres du marché central étaient très, très, très impropres, très sales. Il était choqué. La ville de Kinshasa est très sale. Vous n'avez qu'à circuler partout. Vous allez constater que non seulement qu'on n'y balaye plus, mais c'est également que la population n'a pas les habitudes de vivre en ville. Par moi, quand je circule à bord de ma petite voiture, je remarque qu'il y a même des gens en pleine circulation. Il prend la petite bouteille d'eau en plastique, il la jette en pleine route, en plein boulevard, même sur 30 juin. Les épluches de bananes, on balance. Pour dire qu'il y a pratiquement une prise de conscience collective. L'on doit éduquer, l'on doit rééduquer les kilos. L'on doit éduquer, l'on doit rééduquer les Congolais. Pour lui dire qu'il y a des actes qu'on ne pose pas sur la route, on ne jette pas ça sur la route, on ne peut pas se comporter comme ça, on ne peut pas se soulager à tel endroit. Il y a pratiquement un basculement en fait de conduite à faire. Sinon, on risque de voir que partout ailleurs, même dans la maison du président de la République, il y a de la saleté. Puisque vous prenez en exemple, la plupart de bâtisses de l'État, de cabinets ministériels, des entreprises, on y trouve la saleté
on y trouve. Ben attends, rien que pour tondre le gazon, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus. Voire même de murs sales, ayant perdu la peinture. Je me dis toujours que l'homme quinois doit quitter les vestimentaires. On est dans la parure. On doit être pratiquement dans le respect des normes liées à l'hygiène publique. Quand on voit un quinois, il est bien rasé, bien coiffé, tout ça là. Mais est-ce que chez lui c'est propre? Voilà. Prenons un cas. Il y a pratiquement une norme urbanistique qui prévoit que il y a des modèles que l'architecte ou l'ingénieur doit avoir à l'idée pour la construction des fosses septiques. Est-ce que c'est observé? C'est pourquoi je me dis, il faut prendre dans les sillages des décideurs des intelligences calibrées pour orienter l'action politico-administrative en ce qui concerne le maintien de l'ordre public. Il y a des normes par rapport à la construction des bâtisses. Par rapport à tel niveau, il doit y avoir pratiquement des issues de secours, il doit y avoir des escaliers, il doit y avoir... Donc tout ça est prévu. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sauvegarder l'applicabilité des textes? C'est pourquoi dans mon ouvrage, paru en 2017, j'ai eu pratiquement à indexer ce comportement-là. De laisser faire, laisser aller, sans pour autant apporter la sanction. L'on doit pratiquement étendre la sanction. C'est lui qui jette les immondices sur la chaussée. Voilà la sanction. Une sanction dissuasive. Si vous traversez nos frontières ici, là, vous allez voir, vous allez constater que jeter pratiquement une bouteille sur la route, ça pose problème. Mais on en parle librement. On cite dans tel pays, parti à tel endroit, ils sont droits. C'est compliqué. On peut même vous dire, on a remarqué que l'immondice a été jeté de tels véhicules, on vous stoppe, on vous ramène d'où vous avez jeté l'immondice. C'est pour pratiquement vous dissuader, pour que dans les jours à venir, vous puissiez pratiquement réguler votre comportement. Bah alors chez nous, ça ne se fait pas. Les textes sont là. Les textes sont là et pourquoi on n'applique pas? Est-ce que les textes sont connus? Les textes ne sont pas connus. Étant donné qu'il n'y a pas une codification des textes par rapport à la région de l'ordre public, les textes sont éparses. Mais ne peut donner une bonne orientation aux décideurs politico-administratifs que c'est lui qui en a pratiquement la maîtrise. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons d'un cas palpable, vrai. Une dame dans la commune de Limété, précisément dans le quartier Motel Fikine, victime de la barbarie de Koulouna. Ce jeune gens égaré qu'on appelle Koulouna. Sur une moto, on pourchassait la dame sur une autre moto et on voulu prendre son sac de force. En insistant, la dame est tombée de la moto et elle a reçu de coups de machette. Elle en est morte. Le motard doit encore être interné à l'hôpital. Dans pareil cas, si il y a justice populaire, si la population venait à tabasser ce bandit-là, vous allez évoquer la question de la dignité de la vie, ou encore il n'y a que les badauds. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, vous, techniciens de droit, vous protégez beaucoup plus le criminel que de personnes à une moralité irréprochable, pour se dire, bon, quand lui tue, on doit le protéger et qu'on ne doit pas le sanctionner. Non, non, l'administration de la justice à des vitesses doit être pratiquement bannie. Dans le langage de ceux-là qui sont pratiquement appelés à faire respecter l'état de droit. Dans le cadre de mon ouvrage, j'ai eu pratiquement à aborder également la problématique. Et j'ai assimilé le comportement de Koulouna, qui est pratiquement un phénomène sociétal, à un mouvement de milices. Nous vivons à Kinshasa, nous connaissons chacun de nous là où habitent pratiquement ces gens-là. Leur mode opératoire, on connaît. Mais nous nous complaisons à vivre avec eux. Et lorsque la police vient pour faire son travail, on leur dit déjà d'avance, non, non, il faut quitter la maison très tôt, soit ne dormez pas dans le quartier, il y aura bouclage, ou soit on vous recherche par la police. Donc nous sommes complices de notre propre malheur. Mais la sécurité publique, l'une des composantes de l'ordre public, est également à faire respecter par l'État. L'État, c'est pratiquement une personne morale jouissant de la phénoménologie du tangible, c'est ce que moi j'ai appris en droit constitutionnel. On ne peut pas rencontrer l'État en cours de route, lui dire, mais c'est l'État, bonjour. Non, non. L'État, c'est vous et moi.
N'est-ce pas? Alors, étant que l'État, c'est vous et moi, l'on doit agir pour mettre fin à cette situation-là. J'ai aimé pratiquement cette volonté politique de pouvoir pratiquement assimiler ces comportements-là à des actes infractionnels de la compétence de juridiction militaire. Et que la sanction doit être la sanction dissuasive la plus lourde. J'aurais également voulu que Madame la ministre de la Justice, oui, qu'elle puisse également nous dire si, dans ce genre de comportements-là, si ces gens-là, comme ils opèrent en association de malfaiteurs, si on les arrêtait, on les déférait devant les juridictions, on doit également exécuter la peine de mort parce que l'association de malfaiteurs est punie de peine de mort. Ces gens-là, ces délinquants-là, ces criminels-là opèrent toujours en bande. Il y a un chef qui donne pratiquement des ordres. Le groupe-là a une existence pérenne. C'est pratiquement l'association de malfaiteurs. Appliquons également la peine de mort contre ces délinquants-là. Vous verrez qu'en peu de temps, la ville de Kinshasa sera dans toute sa sécurité. Ville de Kinshasa, dans toute sa sécurité. Alors, puisqu'on parlait de la moralité, au jour d'aujourd'hui, ça veut dire on ne s'y gêne plus. On a vu sur les réseaux sociaux un homme bien habillé en costume et il a garé son véhicule sur la route et est descendu en train d'uriner. Attendez, j'ai une idée qui m'est venue à l'esprit avant d'aborder. Je vous en prie. Moi, je suis natif de Matete. Ok. Je suis natif de Matete. À l'époque, à Matete, lorsque l'on grandissait, ou lorsqu'on était encore étudiant, on pouvait circuler librement à toute heure, à tout moment. Ouais. Mais à ces jours, c'est pratiquement impossible. Même les opérateurs économiques de Matete, ceux-là qui sont tenanciers des petits bars, qui se débrouillent, qui sont pratiquement tenanciers des Maléwa et consorts là, mais n'arrivent plus à opérer. Vous circulez à 20h, 21h à Matete, vous semblez être pratiquement dans une ville fantôme. L'État n'existe plus. Un périmètre étatique de non-droit. Donc il y a lieu que l'on puisse pratiquement avoir les pieds à l'étrier de manière à dire non à ces comportements-là et que le caractère paisible doit régner à tout lieu et à tout endroit. Caractère paisible. Très paisible. Puisque j'ai évoqué ce monsieur, mais ça me pousse aussi à poser encore une question puisque nous parlons de l'ordre public. Aujourd'hui, les agents qualifiés, nous prenons le cas de la circulation routière. Les agents qualifiés deviennent de vecteurs du désordre sur la voie publique. Vous garez, je prends un cas probant. Une dame, il est 15h un samedi, elle gare devant une banque de la place. Nous sommes vers l'hôtel de ville. Il y a une banque aux alentours, elle a bien garé son véhicule. Pour 5-10 minutes, elle entrait dans un magasin. Pour ressortir, elle trouve qu'on a pris son véhicule. On a ramené ça au niveau de camp Lufungula. Je croise, elle m'appelle, j'arrive au camp Lufungula. J'ai dit, mais vous avez pris le véhicule de madame et tout, vous avez amené ici. On a vérifié au niveau de base de données. On n'a pas envoyé les images du véhicule. Alors, l'officier que j'avais trouvé sur place me posera la question, mais où se trouvent les véhicules? J'ai dit, ben, c'est devant vos bureaux. Ah, tu peux m'amener le document de bord? J'ai dit, si vous le permettez. J'ouvre le véhicule, je prends le document de bord, je ramène. Il s'agissait bel et bien de ma belle-sœur, qui est avocate de surcroît. Je ramène. Non, ben voilà, mauvais stationnement. D'ailleurs, ce sont des dossiers qu'on doit suivre le lundi. Je dis, mais attendez, monsieur. Ça, c'est une pression que vous faites sur le paisible citoyen que nous sommes. Vous allez suivre les dossiers le lundi, ok. Vous venez de vérifier dans vos 2-3 groupes. Avez-vous vu les images de ce véhicule stationné, mal stationné? Non. On a envoyé les images niettes. Il a même appelé par téléphone le véhicule numéro 001 de remorquage. 001. Oh non, mais bon, Yoyakawa, la personne ne s'est jamais présentée. Il fallait payer $100 de frais de remorquage, plus d'autres amendes, contraventions et consorts. J'ai dit, bon, pour quelle infraction? Dans ce cas spécifique, sommes-nous en phase de l'ordre public troublé, oui ou non, parce qu'on a privé à une personne la jouissance d'un bien qui l'appartenait, sans avertir, sans infraction, et par la suite, il fallait payer 27 000 francs congolais de frais de fourrière.
Le véhicule est arrivé 10 minutes après, nous sommes arrivés là. C'est une manière de troubler l'ordre public. Et à qui profite cet argent? Par rapport à cette question, elle est très essentialiste. Par rapport à la vie quotidienne amenée à Kinshasa. Vous savez, la plupart des institutions bancaires n'ont pas de parking. Et même plusieurs constructions faites à Kinshasa n'offrent pas de parking. Et l'habitude que nous avons tous, moi et vous, comme tout le monde, c'est qu'on gare sur la chaussée. De manière à nous faire offrir des services bancaires. Soit de retirer quelque chose au DAB. Et qu'au sortir, on trouve que le véhicule n'est pas là. Mais ce qui est bien, en fait, par rapport à l'État, l'on veut un ordre, mais l'on doit également s'entourer pour que cet ordre ne puisse pas amener du désordre. L'ordre, c'est que l'on ne veut pas qu'on puisse garer sur la chaussée. Mais est-ce que l'autorité urbaine a prévu des parkings à Kinshasa? Je vous dirais non. Alors que l'activité liée à l'exploitation des parkings peut être très bénéfique à la ville de Kinshasa en termes économiques. Ça, c'est de 1. Et de 2, du moment où on prend votre véhicule, on l'amène à la fourrière, à qui devrait profiter cet argent? Ce n'est pas à l'agent, mais c'est plutôt au service public de l'État. Est-ce que ce cheminement-là est observé? Ça pose également un problème. Bon, on vous dit 100 $. Qui perçoit les 100 $? Est-ce qu'il y a une quittance de la banque? Est-ce qu'il y a un compte du trésor public de l'État qui doit être ravitaillé du fait du comportement infractionnel qu'on reprocherait à quelqu'un qui aurait garé sa voiture sur la chaussée? Ce sont des questions, des préoccupations d'ordre sociétal auxquelles nous sommes appelés à trouver des solutions. Mais déjà, j'ai dit dès l'entame que la police, j'aime ce que fait le général Kilimba Limba. Il se bat contre des gens qui n'ont pas les habitudes urbaines à vivre dans la ville. Et ces bousculements dont je vous ai fait part d'entrée des jeux doivent également avoir lieu pour avoir une rupture comportementale. Voilà ce qui se faisait avant, voilà la conduite à tenir par la suite. Donc il faut un déclic au fait. Alors, est-ce que ça c'est le bon ordre? Non. Le bon ordre n'est pas celui-là. Le bon ordre c'est celui-là, là où tout le monde se sent en paix. C'est ça sécurisé. Et dans l'ordre public également, il y a ce qu'on appelle la police spéciale. Entre autres, la police chargée de la circulation routière. L'on doit pratiquement chercher à informatiser tout ce qui s'est fait. Vous arrivez à Paris, vous commettez une contravention, on vous colle une amende et tout se suit par circuit informatique et la ville a l'argent. Et au moment où nous observons pratiquement ces coulages-là des recettes en défaveur de la ville, il y a lieu de nous dire, est-ce que Kinshasa aura l'argent? Parce que Kinshasa peut financer des projets. Kinshasa, en tant que ville-province, Kinshasa peut faire le commerce, mais avec l'argent que l'on doit pratiquement avoir. Ce sont pratiquement des secteurs là où j'appellerai les dirigeants à avoir un œil ou à ouvrir un œil et les bons pour se faire de l'argent. Et pour finir aujourd'hui, nous allons parler de la tranquillité. Plusieurs décisions émanant des autorités. On voit maintenant, s'il faut le dire ainsi, le policière se livrer en spectacle, c'est-à-dire débarquer un soir dans un début de boisson, saisir baffle et mixeur, tout ce qui va avec. Ce sont des opérations qu'on a toujours vues, auxquelles on a toujours assisté, mais par après on paye des amendes, ils vont réouvrir. Le tenancier de bar, de bistrot ne respecte plus, il dérange le voisin. Mais du reste, les églises aussi. La journée, dans la soirée, nous sommes victimes de tapage nocturne, diurne et émanant de ceux gens-là qui font de la pollution sonore. Pourquoi l'État n'arrive pas à réglementer, réguler? Sous d'autres cieux, nous apprendrons une fois de passage à Paris. Question de parler à haute voix, quelqu'un qui voulait prier à haute voix, on lui dit ah non mais pas par ici, rendez-vous de l'autre côté. On l'a indiqué l'endroit approprié pour aller crier, mais la personne était sur la place publique. Et dans votre ouvrage vous aviez évoqué la tranquillité et que doit-on retenir et pourquoi ça ne s'applique pas?
il y a toute une législation par rapport à cela. La ville de Kinshasa, ici, là, jouit d'une législation spéciale par rapport à la réglementation des tapages diurnes et nocturnes. Il y a la réglementation. Il y a la législation spéciale même. Il est pratiquement interdit d'avoir un bar ou pratiquement un bistrot dans les périmètres là où il y a des écoles, là où il y a des hôpitaux. Mais vous circulez sur Kinshasa, vous les voyez. Donc il y a pratiquement ce que j'ai dit, un déclic. On doit bousculer les conduites, les comportements des gens. À Paris, vous voulez prier, on vous dit pas ici. C'est ça la conscience collective. Et cette conscience collective-là, on doit pratiquement la mûrir pour avoir le courage. Nous tous, à l'unisson, nous disons, voilà ce que l'on veut, voilà ce que l'on ne veut pas. Vous arrivez pratiquement dans certains coins à Kinshasa, les policiers débarquent, ils saisissent les baffles, mais est-ce qu'ils respectent la procédure pour la saisie? Est-ce qu'il y a un PV de saisie des baffles établi par la police? Ça pose problème. Le cadre réglementaire est connu, mais l'on doit simplement avoir l'expert au bon endroit pour orienter les politiques et les décisions des décideurs. Monsieur Augustin Patrick Mbanga Malomo, merci à vous. Et s'il faudrait entrer en contact avec vous pour obtenir l'ouvrage ou encore bénéficier de votre expertise en termes de l'ordre public, que doit-on faire? Par quelle voie peut-on vous contacter? Je suis chercheur et auteur de l'ouvrage. L'ouvrage est apparu en 2017 aux éditions Carnit. Donc celui qui veut pratiquement l'ouvrage ne peut que m'appeler et je vais pratiquement l'orienter pour en avoir. C'est le 081 51 11 721. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin votre magazine du jour Éclairage. C'était sur l'ordre public et nous allons certainement revenir pour évoquer d'autres aspects de l'ordre public. Prenons conscience, faisons respecter le droit et les devoirs de tout un chacun et faisons preuve d'une bonne moralité. Notre société sera plus calme que hier, plus calme qu'aujourd'hui, et on pourra vivre dans de mœurs voulues. Merci, et nous recevons pour vous M. Augustin Patrick Mbanga Malomo, qui est chercheur dans le domaine juridique et qui a pu mettre à votre disposition cet ouvrage, L'ordre public dans sa notion et dans son ordonnancement juridique en République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique et le rendez-vous est pris pour la fois prochaine. Un autre numéro, certainement ce sera toujours autour de l'ordre public. Connaître ses droits et ses devoirs pour ne pas tomber dans l'irrégularité.